Bonsoir et bienvenue sur Philosophie du soir. Je suis Thomas, et ce soir, nous explorerons ensemble l'éthique de la technologie et de l'attention. Découvrez comment notre relation avec les écrans et l'intelligence artificielle redéfinit ce que signifie être humain au XXIe siècle. Si cette réflexion vous accompagne vers un sommeil serein, pensez à liker cette vidéo. Cela aide énormément ma chaîne. Et dites-moi en commentaire quelle histoire philosophique vous aimeriez entendre lors de nos prochaines soirées. Installez-vous confortablement et laissez-vous porter par cette méditation sur notre époque technologique. Dans le silence de nos chambres éclairées par la lueur bleutée des écrans, nous vivons une révolution invisible, une transformation si profonde qu'elle redéfinit ce que signifie être humain dans ce XXIe siècle. L'attention humaine, cette ressource précieuse et limitée, est devenue le terrain de bataille le plus disputé de notre époque. Chaque notification, chaque ping, chaque vibration constitue une petite invasion dans le territoire sacré de notre conscience. Il fut un temps où l'attention était naturellement dirigée vers le rythme des saisons, le chant des oiseaux au lever du jour, les conversations profondes autour d'un feu de cheminée. Aujourd'hui, elle est fragmentée, dispersée, constamment sollicitée par des algorithmes sophistiqués, conçus pour capturer et monétiser chaque seconde de notre présence mentale. Les philosophes de l'Antiquité parlaient déjà de l'importance de la contemplation et de la méditation. Aristote évoquait la nécessité de moments de silence pour que l'âme puisse se retrouver. Aujourd'hui, ces moments deviennent de plus en plus rares. Nous portons dans nos poches des fenêtres ouvertes sur l'infini. Des portails qui nous connectent instantanément à l'ensemble des connaissances humaines, mais qui, paradoxalement, nous éloignent parfois de nous-mêmes. Cette technologie qui devait nous libérer crée parfois de nouvelles chaînes, plus subtiles, mais tout aussi contraignantes. L'économie de l'attention fonctionne selon des principes qui auraient fasciné les économistes classiques. L'attention devient une monnaie d'échange, un bien rare que les entreprises technologiques s'arrachent avec une férocité discrète mais implacable. Les ingénieurs de la Silicon Valley étudient les mécanismes neurologiques du plaisir et de la récompense avec la précision de scientifiques. Ils comprennent que chaque like, chaque notification déclenche une petite dose de dopamine dans notre cerveau, créant un cycle de dépendance douce mais persistante. Cette manipulation n'est pas nécessairement malveillante dans son intention. Elle naît souvent d'une logique économique implacable, où l'engagement de l'utilisateur détermine la survie financière des plateformes. Mais les conséquences philosophiques de cette dynamique sont profondes et méritent une réflexion approfondie. Que signifie être libre quand nos choix sont influencés par des algorithmes qui nous connaissent mieux que nous ne nous connaissons nous-mêmes? Les données que nous générons chaque jour racontent l'histoire de nos désirs, de nos peurs, de nos habitudes les plus intimes. Ces informations, analysées par des intelligences artificielles de plus en plus sophistiquées, permettent de prédire nos comportements avec une précision troublante. Un philosophe contemporain pourrait se demander si nous sommes encore les auteurs authentiques de nos décisions, ou si nous sommes devenus les acteurs inconscients d'un spectacle orchestré par des machines intelligentes. Cette question n'est pas abstraite. Elle touche au cœur de ce que nous considérons comme notre humanité. L'attention consciente, cette capacité à diriger volontairement notre esprit vers un objet ou une pensée,
constitue peut-être l'ultime bastion de notre libre arbitre. Dans les traditions contemplatives orientales, l'attention est considérée comme le fondement de la sagesse. Les moines bouddhistes passent des années à entraîner leur esprit à rester présent, à observer sans jugement le flux constant de leurs pensées et sensations. Cette pratique millénaire prend une dimension nouvelle dans notre contexte technologique. Elle devient un acte de résistance, une façon de reconquérir notre souveraineté mentale face aux forces qui cherchent à la coloniser. La technologie n'est pas intrinsèquement bonne ou mauvaise. Elle est un amplificateur de nos intentions et de nos valeurs. Un smartphone peut servir à maintenir des liens affectifs profonds avec des proches éloignés, ou à fuir systématiquement la solitude et la réflexion. La différence réside dans la conscience avec laquelle nous l'utilisons. Les neuroscientifiques nous apprennent que notre cerveau conserve une plasticité remarquable tout au long de notre existence. Chaque habitude que nous cultivons, chaque pratique que nous répétons, sculpte littéralement la structure de nos neurones. Quand nous consultons compulsivement nos téléphones, nous renforçons les circuits neuraux de la distraction. Quand nous pratiquons la méditation ou la lecture profonde, nous fortifions les réseaux de l'attention soutenue. Cette découverte scientifique nous rend responsables de la forme que prend notre esprit. L'intelligence artificielle, cette création humaine qui commence à nous dépasser dans certains domaines, nous oblige à repenser ce qui fait notre spécificité. Les machines peuvent désormais reconnaître des images, traduire des langues, composer de la musique et même écrire des textes avec une habileté qui aurait semblé magique il y a quelques décennies. Mais elles le font sans conscience, sans émotion, sans cette expérience subjective qui colore chaque instant de notre existence. Cette comparaison nous ramène à l'essentiel. Ce qui nous rend humains n'est peut-être pas notre capacité à calculer ou à mémoriser, mais notre aptitude à ressentir, à douter, à créer du sens à partir du chaos de l'expérience. L'amour que nous éprouvons en regardant un coucher de soleil, la mélancolie qui nous saisit en écoutant une chanson, l'émerveillement face à la beauté d'un geste gratuit, voilà ce qui semble nous distinguer de nos créations technologiques. Pourtant, même cette distinction commence à s'estomper avec les progrès de l'intelligence artificielle. Des programmes informatiques génèrent aujourd'hui des œuvres d'art qui nous émeuvent, composent des mélodies qui nous touchent, écrivent des poèmes qui résonnent avec nos expériences les plus intimes. Cette évolution nous place face à une question philosophique vertigineuse. Si une machine peut reproduire les manifestations extérieures de la créativité et de l'émotion, quelle différence fondamentale nous sépare encore d'elle? Peut-être la réponse réside-t-elle non pas dans ce que nous faisons, mais dans la façon dont nous le vivons. L'expérience consciente, cette dimension subjective de l'existence que les philosophes appellent la qualia, reste pour l'instant notre territoire exclusif. Quand nous goûtons une fraise, nous ne nous contentons pas de traiter des informations sur sa forme, sa couleur et sa composition chimique. Nous vivons une expérience unique, teintée de souvenirs, d'émotions, de associations personnelles qui donnent à ce moment sa saveur particulière. Cette richesse de l'expérience humaine nous rappelle l'importance de cultiver notre présence au monde. Dans un contexte où les machines excellent dans le traitement de l'information,
Notre valeur unique pourrait résider dans notre capacité à transformer cette information en sagesse, en beauté, en compassion. Les traditions spirituelles ont toujours enseigné que la véritable richesse ne se trouve pas dans l'accumulation de biens ou de connaissances, mais dans la qualité de notre attention au présent. Cette leçon ancienne prend une actualité nouvelle dans notre époque d'hyperconnexion. Apprendre à être pleinement présent dans un monde de distraction devient un art, une discipline, presque un acte révolutionnaire. Cela ne signifie pas rejeter la technologie en bloc, mais développer une relation consciente et intentionnelle avec elle. Comme un jardinier qui choisit soigneusement les plantes qu'il cultive, nous pouvons apprendre à sélectionner les technologies qui nourrissent notre humanité plutôt que celles qui l'appauvrissent. Cette approche demande du discernement, de la patience et une forme de courage tranquille. Il faut parfois accepter de rater une information, de manquer une tendance, de ne pas répondre immédiatement à un message pour préserver l'espace nécessaire à la réflexion profonde. La solitude, autrefois redoutée, devient dans notre contexte un luxe rare et précieux. Elle offre l'espace nécessaire pour que nos pensées se décantent, pour que nos émotions trouvent leur véritable mesure, pour que notre créativité puisse s'épanouir sans contrainte extérieure. Dans le silence de ces moments solitaires, nous redécouvrons des aspects de nous-mêmes que le bruit constant du monde connecté avait enfouis. Des intuitions subtiles, des désirs authentiques, des questionnements profonds émergent quand nous cessons de combler chaque instant de vide par une stimulation externe. Les philosophes existentialistes parlaient de l'angoisse comme d'une émotion fondamentale qui nous révèle notre liberté et notre responsabilité. Cette angoisse, que nous tentons souvent d'éviter par la distraction, contient pourtant des informations précieuses sur nos valeurs profondes et nos aspirations véritables. Quand nous acceptons de rester en compagnie de nos inquiétudes, sans immédiatement les fuir dans le divertissement numérique, nous développons une forme de courage existentiel qui enrichit notre compréhension de nous-mêmes et du monde. Cette démarche n'a rien de masochiste. Elle ressemble plutôt à l'attitude d'un scientifique qui observe patiemment un phénomène naturel pour en comprendre les mécanismes profonds. Nos états intérieurs, même les plus inconfortables, recèlent des enseignements que l'évitement nous empêche de découvrir. La lenteur devient ainsi une forme de résistance créatrice. Dans un monde obsédé par l'accélération, prendre le temps de savourer un repas, de contempler un paysage, de mener une conversation sans consulter son téléphone, constitue un acte presque subversif. Cette lenteur n'est pas paresse ou inefficacité. Elle représente un choix conscient de privilégier la profondeur sur la superficie, la qualité sur la quantité, l'être sur l'avoir. Les mouvements philosophiques qui émergent autour de cette question ne prônent pas un retour impossible vers un passé idéalisé. Ils proposent plutôt une intégration harmonieuse entre les possibilités offertes par la technologie et les besoins profonds de l'âme humaine. Cette synthèse demande de développer de nouvelles compétences. L'éducation du futur devrait peut-être inclure des cours de gestion de l'attention, de méditation numérique, d'éthique technologique. Nous devons apprendre à nos enfants non seulement comment utiliser les outils numériques, mais surtout comment préserver leur autonomie face à des systèmes conçus pour influencer leur comportement. Cette éducation commence par l'exemple.
Quand nous montrons qu'il est possible de vivre une existence riche et épanouissante sans être constamment connecté, nous offrons un modèle alternatif aux générations suivantes. L'art de la conversation profonde, cette capacité à échanger des idées complexes et des émotions nuancées dans un climat de respect mutuel, risque de se perdre si nous ne le cultivons pas consciemment. Ces conversations ne peuvent pas être remplacées par des échanges de messages ou des interactions sur les réseaux sociaux. Elles demandent une présence physique, une attention soutenue, une disponibilité émotionnelle que les interfaces numériques peinent à reproduire. Dans ces moments d'échange authentique, nous expérimentons une forme de communion humaine qui nourrit des aspects essentiels de notre être. Nous nous sentons compris, reconnus, validés dans notre existence singulière. La communauté humaine se construit à travers ces liens subtils, ces compréhensions tacites, ces silences partagés qui créent entre les individus une trame invisible mais solide. Cette dimension communautaire de l'existence humaine pourrait être l'un des enjeux majeurs de notre relation future avec la technologie. Les algorithmes qui gouvernent une partie croissante de nos existences reflètent les valeurs et les préjugés de leurs créateurs. Ils ne sont pas neutres, malgré l'apparence d'objectivité que leur confère leur nature mathématique. Quand un algorithme de recommandation privilégie certains contenus, il influence subtilement notre vision du monde. Quand un système d'intelligence artificielle prend des décisions qui affectent notre vie professionnelle ou personnelle, il exerce une forme de pouvoir qui échappe souvent à notre contrôle conscient. Cette réalité nous oblige à repenser les notions de justice et d'équité dans un contexte technologique. Comment s'assurer que les systèmes automatisés qui nous gouvernent partiellement respectent nos valeurs humaines fondamentales? Comment maintenir une supervision humaine significative sur des processus qui deviennent de plus en plus complexes et opaques? Ces questions ne sont pas purement techniques. Elles touchent au cœur de nos conceptions politiques et morales. Elles nous demandent de définir collectivement quel type de société nous voulons construire avec ces nouveaux outils. L'éthique de l'intelligence artificielle devient ainsi une branche essentielle de la philosophie morale contemporaine. Elle doit traiter des dilemmes concrets. Faut-il programmer une voiture autonome pour protéger ses passagers au détriment des piétons, ou l'inverse? Comment un système de diagnostic médical, assisté par intelligence artificielle, doit-il gérer l'incertitude? Qui est responsable quand une décision automatisée cause un préjudice? Ces interrogations nous ramènent à des questions philosophiques classiques sur la responsabilité, la justice et le bien commun, mais dans un contexte technologique inédit. La transparence devient une exigence démocratique fondamentale. Nous devons pouvoir comprendre, au moins dans leurs grandes lignes, les mécanismes qui influencent nos vies. Cette compréhension ne nécessite pas que chaque citoyen devienne un expert en informatique, mais elle demande un effort collectif d'éducation et de vulgarisation. Les entreprises technologiques ont une responsabilité particulière dans cette démarche. Elles ne peuvent plus se contenter d'invoquer le secret commercial pour justifier l'opacité de leur système quand ceux-ci ont des impacts sociétaux majeurs. L'État et les institutions démocratiques doivent également évoluer pour encadrer ces nouvelles réalités. La régulation de la technologie ne peut pas se contenter d'adapter d'anciens cadres juridiques. Elle demande une approche innovante qui préserve les bénéfices de l'innovation, tout en protégeant les droits fondamentaux des citoyens. Cette régulation doit être pensée à l'échelle internationale.
car les technologies numériques transcendent les frontières nationales. Elles demandent une coordination entre les démocraties pour éviter qu'une course vers le moins-disant réglementaire ne compromette les protections nécessaires. Au-delà des aspects juridiques et politiques, cette réflexion nous invite à cultiver notre propre discernement éthique. Chaque fois que nous utilisons une technologie, nous pouvons nous demander si cette utilisation nous rapproche de nos valeurs ou nous en éloigne. Cette vigilance personnelle, multipliée par des millions d'utilisateurs conscients, peut influencer l'évolution des technologies dans une direction plus humaine. L'éthique technologique n'est pas seulement l'affaire des spécialistes. Elle nous concerne tous, car nous sommes tous affectés par ces transformations et nous contribuons tous, par nos choix individuels, à orienter leur développement. L'émerveillement, cette capacité à être saisi par la beauté ou la grandeur du monde, constitue peut-être l'une de nos facultés les plus précieuses. Il nous connecte à quelque chose qui dépasse notre petite existence individuelle et nous rappelle notre place dans l'immensité de l'univers. Dans notre époque de surinformation, préserver cette capacité d'émerveillement demande un effort conscient. Il faut résister à la tendance qui nous pousse à tout documenter, à tout partager, à tout analyser immédiatement. Parfois, la plus belle réponse à un coucher de soleil extraordinaire n'est pas de le photographier pour le publier sur les réseaux sociaux, mais simplement de le contempler en silence, de laisser sa beauté nous transformer intérieurement. Cette attitude contemplative enrichit notre expérience subjective d'une façon que ne peut reproduire aucune technologie. Elle nous permet d'accéder à des états de conscience apaisés et expansifs qui nourrissent notre bien-être psychologique. La pratique de la gratitude, encouragée par de nombreuses traditions spirituelles, prend une dimension particulière dans notre contexte technologique. Quand nous prenons le temps d'apprécier consciemment les petits bonheurs de l'existence quotidienne, nous développons une forme de richesse intérieure qui nous rend moins dépendants des stimulations externes. Cette gratitude peut s'étendre aux technologies elles-mêmes quand elles nous servent vraiment. Un appel vidéo qui nous permet de voir un proche éloigné, un GPS qui nous guide dans une ville inconnue, un service de traduction qui nous ouvre l'accès à une littérature étrangère. Toutes ces possibilités méritent notre reconnaissance. L'art de discerner ce qui mérite notre attention devient central dans cette démarche. Comme un jardinier qui sélectionne soigneusement les plantes qu'il cultive, nous pouvons apprendre à choisir les informations, les relations et les expériences qui nourrissent réellement notre croissance personnelle. Cette sélection ne signifie pas se couper du monde ou ignorer les problèmes de notre époque. Elle consiste plutôt à développer une approche intentionnelle de notre engagement avec la réalité. Nous pouvons choisir de nous informer sur les enjeux importants sans nous noyer dans le flux constant de l'actualité anxiogène. Nous pouvons maintenir des relations sociales riches sans être esclaves de nos plateformes de communication. Cette approche équilibrée demande de la patience et de l'autocompassion. Il est normal de parfois échouer dans nos bonnes résolutions, de se laisser remporter par les automatismes de la distraction. L'important est de revenir avec bienveillance à nos intentions profondes. La méditation, sous ses différentes formes, offre un entraînement précieux pour développer cette qualité d'attention. Elle ne nécessite pas d'adhérer à une doctrine particulière,
ou de modifier radicalement son mode de vie. Quelques minutes quotidiennes consacrées à observer simplement sa respiration ou les sensations de son corps peuvent progressivement transformer notre rapport au présent et nous rendre moins réactifs aux sollicitations extérieures. Cette transformation intérieure rayonne ensuite dans tous les aspects de notre existence. Nos relations deviennent plus authentiques, notre travail plus créatif, nos loisirs plus satisfaisants quand nous les abordons avec une attention pleine et consciente. L'héritage que nous léguerons aux générations futures ne se limitera pas aux innovations technologiques que nous aurons développées. Il comprendra aussi la sagesse que nous aurons su cultiver dans notre rapport à ces innovations. L'espoir réside dans notre capacité collective à apprendre et à nous adapter. L'humanité a déjà traversé de nombreuses révolutions technologiques, de l'invention de l'écriture à celle de l'imprimerie, de la révolution industrielle à l'avènement d'Internet. Chaque fois, nous avons fini par développer les sagesses nécessaires pour intégrer harmonieusement ces nouveaux outils dans nos sociétés. Le processus n'est jamais simple ni immédiat, mais il finit toujours par aboutir à un nouvel équilibre. La révolution de l'intelligence artificielle et de l'économie de l'attention ne fera probablement pas exception. Elle nous demande simplement de mobiliser notre intelligence collective pour anticiper ces défis et maximiser ses bénéfices. Cette intelligence collective elle-même bénéficie des outils technologiques. Jamais dans l'histoire humaine nous n'avons eu autant de possibilités de partager nos connaissances, de coordonner nos actions, de créer ensemble des solutions innovantes aux problèmes complexes. Les communautés en ligne qui se forment autour de valeurs partagées. Les projets collaboratifs qui mobilisent des talents dispersés géographiquement. Les initiatives citoyennes qui utilisent les technologies pour améliorer la démocratie. Tous ces phénomènes témoignent du potentiel constructif de notre époque. Le défi consiste à cultiver ces aspects positifs tout en restant vigilant face aux dérives possibles. Cette vigilance n'est ni paranoïaque ni technophobe. Elle s'enracine dans une confiance fondamentale en notre capacité humaine à discerner le bien du mal et à orienter nos créations vers le service de la vie. La beauté de cette époque réside peut-être dans sa complexité même. Nous vivons simultanément les promesses les plus exaltantes et les inquiétudes les plus profondes concernant l'avenir de notre espèce. Cette tension créatrice nous oblige à mobiliser le meilleur de notre humanité. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas des spectateurs passifs de l'évolution technologique, mais ces acteurs conscients et responsables. Chaque choix que nous faisons, depuis la façon dont nous éduquons nos enfants jusqu'aux entreprises que nous soutenons par nos achats, contribue à façonner le monde de demain. Cette responsabilité peut sembler écrasante, mais elle est aussi libératrice. Elle nous redonne un pouvoir d'action dans un monde qui peut parfois paraître gouverné par des forces qui nous dépassent. Au cœur de toutes ces transformations, l'amour demeure la force la plus puissante et la plus transformatrice. L'amour de la vérité, qui nous pousse à chercher des solutions justes aux défis éthiques de notre temps. L'amour de la beauté qui nous incite à créer des technologies qui élèvent l'âme humaine plutôt que de l'avilir. L'amour de nos semblables qui nous motive à construire un avenir où chaque être humain pourra s'épanouir pleinement, quelle que soit son origine ou sa condition. Cet amour n'est ni naïf ni utopique. Il s'enracine dans une compréhension lucide des enjeux de notre époque
et dans une détermination tranquille à œuvrer pour le bien commun. Quand nous éteignons nos écrans et que nous nous préparons au sommeil, nous pouvons emporter avec nous cette certitude apaisante. Nous participons, chacun à notre niveau, à une aventure collective extraordinaire. L'humanité apprend progressivement à danser avec ses créations technologiques. Parfois elle trébuche, parfois elle se trompe de rythme, mais peu à peu, elle trouve sa grâce et son harmonie. Dans le silence de la nuit qui s'approche, nos consciences individuelles se fondent dans le grand rêve collectif de l'espèce. Demain, nous nous réveillerons peut-être un peu plus sages, un peu plus conscients de notre responsabilité et de notre pouvoir. Et nous continuerons, ensemble, à écrire cette histoire extraordinaire d'une espèce qui a appris à créer des intelligences et qui apprend maintenant à vivre en harmonie avec elles.